Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Atika Bokhari, je suis interne de médecine générale à Nantes et j'occupe le poste de présidente de l'ISNAR-IMG. L'ISNAR-IMG, c'est l'intersyndicale nationale autonome et représentative des internes de médecine générale. Dans chacune des 23 subdivisions, 6 000 d'entre vous adhérez et participez à la vie de votre syndicat local. Les représentants de vos syndicats locaux se réunissent plusieurs week-ends par an pour apporter votre voix et guider les actions du Bureau national, composé lui-même de 20 internes de toute la France. C'est donc au travers de vos représentants locaux que nous portons votre voix auprès des décideurs nationaux pour y défendre vos droits. Nous allons maintenant aborder le point central de cette année, la réforme de notre DES, l'infâme 4A. Cela fait 3 ans et demi que la réforme de la 4e année est passée en force au gouvernement pour un affichage politique assumé, la coercition et l'exploitation déguisée en formation. Nous menons son combat depuis plusieurs années, mais nous ne sommes pas entendus. Nous sommes le 23 janvier, cette réforme n'est pas prête. Consciente de l'importance de notre rendez-vous aujourd'hui, Madame la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, nous a envoyé une vidéo au petit matin qu'elle souhaitait vous adresser. Madame la Présidente, chère Atika, Mesdames et Messieurs, chers internes, je souhaite m'adresser à vous aujourd'hui directement, avec simplicité et humilité, en prenant 4 engagements. 4 engagements concrets qui concernent directement votre quotidien et votre avenir professionnel. Le premier point, je sais qu'il est attendu, c'est la 4e année d'internat de médecine générale. Je suis la 6e ministre à m'emparer de cette réforme. Cela n'a donc pas été un long fleuve tranquille. Mais l'objectif poursuivi a été constant. Concilier au maximum vos aspirations bien légitimes. Et je veux rappeler une chose essentielle. Cette 4e année est avant tout une année de formation. Une année pour découvrir, sécuriser votre pratique et vous donner le goût de l'exercice libéral et de l'installation en médecine générale. En reconnaissant encore davantage la médecine générale comme spécialité à part entière, la réforme veut aussi préparer l'offre de soins de demain. C'est un choix politique clair pour renforcer l'attractivité des territoires, pour garantir la continuité des parcours, pour améliorer la prise en charge des patients. J'ai entendu vos attentes. Vous demandez des garanties pour être bien accompagné et bien formé. Cela suppose d'abord une activité suffisante, mais surtout formatrice et soutenable pour les docteurs juniors. C'est pourquoi je demanderai aux ARS une attention particulière aux conditions d'exercice sur les terrains de stage. Je souhaite que les agréments de terrain de stage soient réexaminés lorsque le nombre de consultations réalisées par un docteur junior dépasse 2400 en moyenne par semestre. Une deuxième garantie, c'est la disponibilité de vos maîtres de stage. Je souhaite donc qu'un nombre maximal d'étudiants ou d'internes par praticien maître de stage universitaire soit très clairement fixé. Concernant votre rémunération, je sais que les modalités ne sont pas ce que vous en attendiez. Nous sommes parvenus à un modèle de rémunération le plus simple, lisible et sécurisé possible, avec des indemnités supplémentaires pour la PDSA. C'est en ce sens que j'ai proposé à vos représentants plusieurs options sur ces différentes modalités. Je souhaite vous annoncer un engagement ferme. Les gardes de PDSA réalisées par les docteurs juniors de médecine générale seront rémunérés au niveau des gardes de seniors, c'est-à-dire non plus 267 €, mais 422 €. Le deuxième sujet concret dont je voulais vous faire part, c'est le guichet unique d'installation. Là aussi, vous attendez du concret, pas simplement un accompagnement financier, mais aussi pratique, lisible, humain. Je vais donc lancer avec une concertation dédiée avec vous pour que ces guichets deviennent une réalité sur l'ensemble du territoire. Un outil qui change concrètement votre vie lorsque vous décidez de vous installer. Il doit être mis en œuvre d'ici la fin de l'année. Le troisième sujet, ce sont les gardes et les astreintes. L'indemnisation des astreintes des étudiants de 3e cycle était figée depuis plusieurs années. Ce n'était plus acceptable.
Je souhaite vous annoncer avoir obtenu une avancée concrète, une revalorisation de 50% de l'indemnité forfaitaire qui passera à près de 32 €, et cela dès le 1er février. C'est une reconnaissance importante. Votre temps et votre engagement ont de la valeur. Le 4e sujet, enfin, concerne votre santé et les violences sexuelles et sexistes. Je connais bien vos rapports et enquêtes syndicales. On ne peut pas former de bons soignants en abîmant ceux qui apprennent à soigner. C'est pourquoi je vous annonce la mise en place d'un groupe de travail dédié à la santé des internes et étudiants, en continuité de l'amendement que j'avais porté dans la loi Valletoux. Je veux aussi une approche claire, assumée, déterminée sur les violences sexistes et sexuelles. Je ferai des annonces prochainement. Je souhaite pouvoir, sur ces 2 chantiers majeurs, pouvoir finaliser des mesures fortes pour vous protéger et protéger ceux que vous prendrez en soin. Chers internes, c'est pour répondre à vos inquiétudes et faire avec vous les choses que des comités de suivi ont été mis en place tous les 15 jours depuis ma nomination. Comme je m'y suis engagée tous les 2 mois, nous nous retrouverons pour suivre la mise en œuvre des réformes et apporter les ajustements nécessaires. Vous pouvez compter sur ma détermination pour soutenir et valoriser la médecine générale. Cette reconnaissance passe par vous, car vous êtes l'avenir de la médecine. Je vous remercie. Je vous laisse à présent tirer vos propres conclusions de cette vidéo. Je vais à présent reprendre le cours de mon discours. Afin que vous ayez l'ensemble des informations et pour comprendre l'ampleur des dégâts et la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, on va faire un peu d'histoire. Retour en 2017. Un arrêté modifie la maquette du DES des autres spécialités, notamment en ajoutant une phase de consolidation, les fameux docteurs juniors. Les spécialités hospitalières sont donc mises à contribution pour financer l'hôpital. La médecine générale y échappe miraculeusement. Puis vient 2022. Considérant que le DES de médecine générale était le seul organisé en 2 phases, le candidat aux élections présidentielles, M. Emmanuel Macron, annonce sa solution choc contre les difficultés d'accès aux soins. Il s'engage à déployer une 4e année d'internat pour irriguer les campagnes de médecins généralistes. Il nous était promis une année incitative qui valoriserait la médecine générale et qui servirait de tremplin vers l'exercice libéral. Enfin ça, c'était sur le papier. Ce n'était pas la première fois que cette idée apparaissait dans le débat public. Dès 2018, nous nous étions emparés du sujet, sachant que nous serions amenés à composer avec. L'ISNAR-IMG avait mené plusieurs enquêtes auprès des étudiants. À ce moment-là, vous et moi étions probablement externes. Merci de toujours répondre à nos appels lorsque nous vous sondons, notamment en juillet dernier où vous étiez plus d'1 millier à répondre en une semaine. Ça nous permet de toujours porter au plus juste votre volonté. En 2018, les internes étaient mitigés, avec une moitié ne s'opposant pas catégoriquement à une formation plus professionnalisante, gestion de cabinet, suivi au long cours des patients, accompagnement à l'installation. Mais ce qui était demandé, c'était une amélioration pédagogique, pas une année d'exploitation supplémentaire, mal pensée et intéressée. La promesse présidentielle a immédiatement été contestée par les premiers concernés. Nous avions pris part aux discussions sur la mise en place de la réforme dès le début avec un objectif clair, que cette 4e année soit conforme à l'avis des internes ou qu'elle soit complètement annulée. Et l'annuler, c'était notre priorité. Malgré cela, la mobilisation étudiante menée en 2022, pourtant massive, n'a pas été entendue. Une grève d'ampleur nationale a été menée par l'ISNAR-IMG et la NEMF. Beaucoup d'entre nous y étions. Nous étions alors directement concernés. En 2023, la réforme est finalement inscrite dans la loi par un passage en force du projet de loi de financement de la sécurité sociale, imposé via l'article 49.3, sans vote parlementaire. Objectif clairement affiché, près de 4000 docteurs juniors en novembre 2026 pour irriguer les territoires. Nous avions alors 3 ans et demi pour écrire les textes d'application.
Le gouvernement de l'époque avait mandaté une mission d'experts afin d'émettre un rapport pour construire une année respectueuse des internes. Parmi ces experts, une ancienne présidente de l'ISNAR-IMG, Mathilde Renker, professeur Saint-Lary, président du CNGE, le Collège national des généralistes enseignants, professeur femme, doyenne de la faculté de Reims, ainsi que le professeur Oustric, alors président de l'ordre départemental des médecins. Nous demandions plus d'enseignants, un modèle de 4A qui permettait d'appréhender l'exercice libéral, une participation à la permanence des soins ambulatoires volontaires, ainsi qu'une dérogation pour permettre le passage des thèses de façon plus sereine pour les premières promotions concernées. Cette mission d'experts recommandait la sortie de l'ensemble des textes d'application avant juin 2023, pour que les externes choisissant le DES de médecine générale le fassent en connaissance de cause. Le premier décret portant sur la maquette de l'internat actuel mettra 6 mois à paraître. Puis, plus rien. Silence radio. Une attente longue, trop longue pour des internes qui bouillonnent. Pendant ce temps, l'ISNAR-IMG a continué de défendre l'intérêt des internes de médecine générale en poussant pour des textes d'application respectueux de nos positions sur la 4A. Face à l'absence totale d'avancées concrètes, l'ISNAR-IMG a mené un mouvement de grève nationale en janvier 2025. Environ 1400 internes grévistes partout en France et plusieurs centaines mobilisés devant le ministère de la Santé pour exiger le report. Ce mouvement de grève nous a permis, durant tout le mois de janvier, d'ouvrir des négociations avec le ministère de la Santé. Nous avions obtenu par l'ancien ministre de la Santé, M. Yannick Neuder, la création de comités en charge du suivi de l'application de la 4e année et d'une cellule de crise qui serait déclenchée si en décembre 2025, nous n'avions pas 100% des MSU. S'en sont suivis une ribambelle de réunions, de groupes de travail réunissant les internes, les enseignants, les MSU, les cabinets du ministre, l'ordre des médecins et la sécurité sociale. Sous couvert de discussions et de concessions, chacune de nos demandes, pourtant réfléchies, consensuelles et raisonnables, ont été balayées. Chaque ligne rouge établie ensemble a été franchie. Nous avons eu beaucoup de promesses, d'engagements. Mais quelle est la valeur des promesses lorsque les ministres sont plus éphémères que des papillons de nuit? Il est compliqué de s'y retrouver entre les discussions, les promesses, entre ce qui se dit au ministère, entre ce qui se dit dans les amphithéâtres. Mais nous ne croyons que les actes. Et comme vous l'aurez deviné, les actes, il y en a peu, et tous portés contre les internes. Alors accrochez-vous, ça va un peu bousculer. Parlons argent, un sujet qui a monopolisé le débat des groupes de travail. Et oui, les internes, nous ne sommes pas des étudiants comme les autres. Nous sommes une mesure d'économie du système de soins. On parle de nous même dans la loi de financement de la sécurité sociale. Les autres réformes sur les études de santé sont faites par décret. Un décret, ça s'annule facilement. Une loi, beaucoup moins. Et la 4e année de médecine générale est la seule réforme des études de santé mentionnée dans la loi. Première certitude, combien on sera rémunéré? Un décret sur la rémunération des docteurs juniors a été promulgué. Nous demandions une rémunération mixte avec une part fixe et une part à l'acte. Un système autofinancé, incitateur pour les MSU, proche de notre exercice futur et au service de l'accès aux soins. Sous couvert de rupture d'équité avec les docteurs juniors hospitaliers, les hôpitaux et les doyens ont fait pression sur le gouvernement pour que nous soyons salariés, tout comme les DJH. C'est-à-dire 2 375 € mensuels avec une prime d'autonomie supervisée de 417 € par mois. Aucun apprentissage de la cotation, ni de la comptabilité, qui était pourtant la demande initiale des internes. Enfin, dire que c'est tout comme les DJH, c'est pas tout à fait vrai. Nous avons 2 primes supplémentaires, voilà qui devraient nous ravir. Une prime à l'activité de 40 centimes la consultation. Et oui, activité, rendement, nous sommes à présent des vaches à lait dont on récompense la productivité. Voilà qui devrait nous encourager à cravacher. Une deuxième prime pour les docteurs juniors qui iront dans les zones d'intervention prioritaires qui représentent 1 000 €. Bon, apparemment, là, les hôpitaux et les doyens ne voyaient pas de rupture d'égalité entre les internes. On est sauvés. Petit bémol supplémentaire, si on perçoit cette prime ZIP, on ne perçoit pas les indemnités de transport-logement. Donc finalement, 1 000 €, c'est plutôt 500.
Deuxième certitude. Diapo un peu compliqué. Comme vous avez pu le comprendre, contrairement à nos demandes d'un statut adapté à la médecine générale, on nous impose un système calqué sur l'hôpital. Sauf que l'hôpital et la ville, c'est pas pareil. Par exemple, en ville, on n'applique pas le tiers payant obligatoire comme à l'hôpital. On se retrouve dans des consultations, on doit facturer des patients d'une avance de frais, 30 €, 9 € avec le tiers payant. Mais donc, que faire de ces sous? Au départ, le gouvernement avait mis dans le budget de la santé 2026 un premier modèle. Le docteur junior facturerait la consultation et empocherait la part AMC pour son compte, comme une avance sur salaire. Puis, 2 mois plus tard, l'hôpital ferait les comptes. Si tu as empoché moins que ton salaire, alors le CHU te verse le complément, mais si tu as été un bon étudiant et tu as trop perçu, alors tu es redevable de l'hôpital. Du grand n'importe quoi, un statut mi-salarié, mi-libéral et 100% perdant pour nous. Face au réel danger que ce modèle soit inscrit dans la loi, définitivement, un deuxième modèle avait été travaillé. La part complémentaire des consultations reviendrait au MSU. Nous avions 2 conditions non négociables pour accepter ce deuxième modèle. Un plafond maximal du nombre de consultations pour éviter l'exploitation des docteurs juniors et un plancher minimum d'indemnisation pour les MSU afin de ne pas mettre de pression financière sur ces derniers. Cette proposition avait l'unique mérite d'être légale. Notre demande restait la même, le report, et à défaut du report, les textes encadrant notre réforme ne devaient pas être figés à nouveau dans la loi. Nous avions été entendus par le Sénat qui avait retiré l'article en question. Et oui, les internes ont le pouvoir d'influer sur la loi. Pourtant, il a aussitôt été remis sous la pression du gouvernement à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas une mesure de financement de la sécurité sociale. Contre notre demande, ce deuxième modèle a été adopté sans les garde-fous que nous exigions. Ainsi, tu es docteur junior, tu fais tes consultations. À chaque consultation, si le patient fait une avance de frais, c'est le MSU qui récupère. Pour les patients exonérés du ticket modérateur, donc les ALD ou les C2S, le MSU récupère 0 sur nos consultations. Vous comprendrez alors que selon le nombre de consultations et le type de patientèle, la somme des parts complémentaires peut varier énormément. Par exemple, 800 € par mois si on fait 15 consultations par jour avec beaucoup d'ALD ou de pédiatrie, à plus de 3 000 € si on ne voit que des consultations d'urgence et qu'on fait 25 consultations par jour. Pour nous protéger, on a besoin d'un plafond réglementaire de nombre maximal de consultations. Aujourd'hui, c'est bien ce deuxième montage bancal qui est inscrit dans la loi sans aucun des garde-fous qu'on demande. La porte ouverte à toutes les dérives et toutes les exploitations. Avec ce modèle figé dans la loi et sans les garde-fous, aucun MSU ne prendra le risque d'accueillir à perte et il a bien raison. C'est pas comme si on manquait déjà de MSU. Bon, vous me suivez toujours? Allez, on continue. Parlons maintenant de la rémunération de nos MSU. La somme qu'ils percevront pour nous accueillir, pour payer le loyer, les dispositifs médicaux, les frais fixes de notre exercice dépendra majoritairement et directement de notre activité. C'est pas très déontologique tout ça. Bon, assez parlé d'argent, vous l'aurez compris, ces choses-là sont actées et sont complètement opposées à nos intérêts et nos demandes. Pourtant, rien n'est perdu. Les textes, ça peut se modifier, surtout quand le gouvernement se rendra compte de l'échec cuisant que c'est. Malheureusement, il faut savoir que ces textes, ce sont ceux qui sont publiés aujourd'hui et qui s'appliquent. Parlons de valeurs pédagogiques. Bah ouais, pas grand-chose, surtout sans moyens. Nos DMG travaillent à du contenu pédagogique, mais la médecine générale est déjà le parent pauvre de l'enseignement. Nous avons le pire ratio prof-étudiant, 1 enseignant pour 60 internes. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 1 pour 3 en cardio. Par exemple, ici à Dijon, il n'y a aucun professeur de médecine générale dans la subdivision. Nous avions demandé des ouvertures de postes d'enseignants, une demande commune avec le CNGE pour apporter un minimum de valeur pédagogique sur l'apprentissage de la comptabilité, du management d'équipe notamment. Et ça nous a été refusé. Nous avions demandé des moyens et une dérogation pour le passage des thèses. Selon les chiffres même du CNGE, il nous fallait une dérogation minimale de 2 ans pour les 3 premières promotions. Un texte est sorti. Il y aura
1 an de dérogation pour les 3 premières promotions de docteur junior. Dérogation toutefois conditionnée à l'accord des facultés. C'est insuffisant et les facultés commencent d'ores et déjà à refuser la dérogation à leurs internes, portant un coup bas, très bas, à des internes déjà à bout. Avec tous ces flous et l'insuffisance de moyens donnés au MSU pour notre accueil, nous sommes très loin du compte pour le nombre de terrains de stage nécessaires. Vous vous rappelez de nos lignes rouges partagées avec le gouvernement et le CNGE ? 100% de MSU en décembre 2025. Pourtant, c'est avec beaucoup d'aisance que le chiffre de 58% de terrains de stage au niveau national nous a été annoncé au congrès du CNGE en décembre. À ce sujet, je vais maintenant laisser la parole au professeur Olivier Saint-Lary, président du CNGE, qui nous fait l'honneur de sa présence. Merci beaucoup Atika, merci beaucoup à toutes et à tous d'être là aussi nombreux aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur l'historique de cette 4e année, Atika l'a fait avec brio, mais vous dire qu'effectivement on a été sollicité. Alors la ministre a évoqué 6 prédécesseurs, moi j'en dénombre beaucoup plus, je crois qu'il y en a eu 9 côté santé, et en plus il y a ce côté enseignement supérieur que vous voyez aussi régulièrement. Bref, donc ça n'a pas été très aidant. Pour autant, je ne voudrais pas tracer un tableau complètement négatif, mais je ne vous cache pas qu'il y a des difficultés et on va y revenir. Donc, nous avions rendu un rapport qui préconisait, comme l'a dit Atika, une intégration du modèle libéral qui est majoritaire chez les médecins généralistes et aussi une ouverture pour les médecins qui exercent en centre de santé pour que tous les modèles soient possibles et professionnalisants. Le rapport qu'on a rendu n'a pas été suivi, ça a été rappelé. Et on est dans une situation qui a été jugée non optimale dans les suites du premier arbitrage rendu par le ministre Neuder à l'époque. Pour être complètement honnête, la situation n'était pas non optimale, elle était absolument inacceptable dans ce qui a été préconisé initialement par le ministre Neuder. Et on avait fait une enquête avec le CNGE pour voir un petit peu combien on avait de maîtres de stage sur les premières propositions du ministre Neuder. Et on avait une chute de plus de 50% des médecins qui s'étaient dit théoriquement intéressés pour accueillir un docteur junior, qui, sur les préconisations initialement faites par ces premiers arbitrages, chutaient drastiquement. Mais là où je voudrais induire un tout petit peu de positif, c'est que quand on est ensemble et qu'on pousse les choses ensemble, on arrive à les faire bouger. Au congrès d'AMG France, et Agnès pourra le rappeler, on a réussi à faire évoluer le premier modèle proposé par le ministre précédent pour un peu mieux permettre de recruter les maîtres de stage. Pas suffisamment, mais un peu mieux, avec une prime, vous vous rappelez, qui était uniquement dédiée aux ZIP, qui concernait 30% des maîtres de stage, qui s'est élargie aux AC et aux QPV pour concerner plus de 80% des maîtres de stage, et donc permettre à 80% des maîtres de stage d'être dans un modèle économique où ils ne soient pas en déficit. Parce que si on propose un modèle économique où les maîtres de stage sont en déficit, évidemment, ils ne vont pas y aller. Suite à cette première avancée, on a dû faire face à une nouvelle déconvenue et une forme d'inventivité et de créativité que vous a rappelé Atika dans la tuyauterie du financement qui était absolument inaudible et qui était entre nous une usine à gaz pour les internes et qui vous aurait pas sécurisé sur vos financements. Et donc là aussi, on s'y est tous opposés, tout le comité de suivi, en premier lieu l'ISNAR-IMG, mais aussi MG France et tous les membres du comité de suivi, avec évidemment le CNGE, et on a réussi à obtenir un changement de modèle et un changement de tuyauterie qui sécurise au moins le financement des internes sur un salaire sur lequel le CHU va pas venir leur reprélever le trop perçu et rentrer dans un modèle qui serait abracadabrantesque. On a toujours des difficultés. On a toujours des difficultés parce que dans le nouveau modèle obtenu, pour recruter les maîtres de stage, ça a été dit par Atika, ceux qui font beaucoup de tiers payants, en particulier ceux qui ont des patientèles avec beaucoup de patients C2S ou beaucoup de patients ALD, et qui sont probablement des terrains de stage particulièrement intéressants pour vous, le modèle économique était défavorable pour eux. Et grâce à votre congrès, grâce à la mobilisation et la pression qu'on peut mettre dans les congrès, on arrive encore à faire un peu bouger les choses. Et on a aujourd'hui
une lettre de la ministre qui nous dit qu'elle va faire bouger les choses. Une lettre, ce n'est pas suffisant. Il va nous falloir des textes, des engagements très concrets pour permettre la sécurisation du recrutement des maîtres de stage. Mais je ne veux pas non plus que vous restiez sur « on va forcément se planter ». Il y a des facs sur lesquelles on y arrive. Je vais vous parler de ma fac. Sur l'UVSQ, on a 80 docteurs juniors qui vont arriver. On a plus de 90 terrains de stage pour les docteurs juniors qui sont d'ores et déjà prêts. Donc on est au-delà des 107% sur l'inadéquation. D'autres facultés sont des situations plus complexes, et notamment quand ils ont des ratios enseignants-étudiants plus défavorables qu'à l'UVSQ. Ça a été rappelé, Dijon, il n'y a pas de professeurs des universités, il y a d'autres facultés où il n'y a même pas de titulaires des universités. Le ratio est effectivement catastrophique, et si on veut que cette 4e année soit formatrice, qu'il y ait de la pédagogie, et on travaille avec l'ISNAR-IMG sur le contenu pédagogique de cette 4e année, et je voudrais remercier le bureau d'ISNAR-IMG pour le travail qu'ils fournissent à nos côtés, il nous faut des moyens humains pour pouvoir vous accompagner et mieux vous former. Et donc là-dessus, on nous rétorque aussi, et on peut l'entendre, que les budgets pour financer les enseignants de médecine générale dépendent de la loi de finances qui est actuellement en cours de 49.3, motion de censure, tout ça. Et donc on ne peut pas avoir d'engagement ministériel officiel aujourd'hui tant que les budgets ne sont pas crantés. On comprend ce discours, mais il n'empêche que, comme ça a été dit, on est aujourd'hui à moins d'1 an de la réforme, et on a urgemment besoin de cadres, de garanties pour vous assurer que vous pourrez être formé convenablement, et de garanties pour nous dire qu'on aura suffisamment de maîtres de stage pour vous accueillir. Sinon, si on reste dans le flou, ça laisse la possibilité à certains d'émettre des discours qui sont inacceptables. Et je pense notamment à un discours que vous avez probablement vu passer, d'un directeur d'ARS que, par charité, je ne citerai pas, et qui évoque l'idée d'aller offrir 300 docteurs juniors dans la Pampa, dans les territoires les plus sous-dotés. Et ça, je pense que ce type de discours peut tenir parce qu'on manque d'éléments concrets. Aujourd'hui, il n'y a aucun élément coercitif pour les docteurs juniors. Ça a été rappelé, aujourd'hui, c'est un dispositif incitatif avec une prime de 1 000 € en ZIP. Mais tant qu'on n'a pas les textes qui sont tous très clairs, je comprends, et à votre place, je serais dans le même état d'esprit, en me disant, mais tant qu'il y a un flou, tant qu'il y a du flou, il y a un loup, et je n'ai pas confiance dans cette réforme. Et donc je pense qu'il nous revient collectivement de demander à ce que tous les textes soient publiés urgemment pour pouvoir enfin vous présenter le contour définitif de cette réforme, et que derrière, il faudra mettre en place un comité de surveillance pour s'assurer que tout ce qui a été décidé soit appliqué concrètement et qu'aucune des promesses qui n'a été faite n'est pas tenue. Je vous remercie pour votre attention et je serai à votre disposition pour les échanges. Merci beaucoup. Et à présent, la parole est à Dr Agnès Gianotti, qui est médecin généraliste et président du syndicat MG France. C'est le principal syndicat senior qui représente les médecins généralistes et donc nos MSU. Merci de nous avoir invités et vraiment je suis ravie d'être là. Vous êtes l'avenir de la profession. Il ne faut pas oublier l'essentiel, hein. Médecin généraliste, c'est le plus beau métier. Donc l'oubliez pas, c'est vraiment la base qu'on doit toujours avoir en ligne de mire. Et vous êtes l'avenir du syndicalisme et vraiment je suis fière de vous, de votre engagement, de votre mobilisation. Et on a un cas clinique, je dirais, d'espèce sur qu'est-ce que c'est qu'une négo, qu'est-ce que c'est qu'une bataille syndicale, pourquoi on se bat, qu'est-ce qu'on veut faire obtenir. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc je vais reprendre un petit peu les choses avec un petit pas de côté de qu'est-ce que c'est qu'une bataille, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on cherche. Votre colère, elle est légitime. Vous avez été instrumentalisé dès le départ. C'était François Braun, ministre de la Santé, urgentiste, qui voulait faire sa communication politique et qui a dit il nous faut des docteurs juniors dans les territoires parce qu'il y avait les élections en ligne de mire. C'est inacceptable. Et après, tout le reste a suivi. Nous, on n'était pas dans les négos pendant les 2 premières années. Et d'un seul coup, on nous a invités, MG France et les autres syndicats. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on a été invités dans les fameux COSUI? Eh bien, c'est grâce à l'ISNAR. Donc, merci à vous, parce que d'un seul coup,
d'un seul coup, les syndicats sont rentrés dans les dialogues. Et là, la donne pour ceux qu'on avait en face n'était plus la même. Parce qu'effectivement, tout le monde ne sait pas négocier, c'est quelque chose de particulier. Donc quand on va négocier quelque chose, quel qu'il soit, il faut avoir conscience des forces en présence, de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut gagner. La 4e année, c'est un vieux combat, enfin la 10e année de MG France. Pourquoi? Tu as dit par miracle, on avait échappé par rapport aux autres spécialités. Ce n'est pas par miracle, ils ne voulaient pas la donner, parce que la médecine générale n'était pas une spécialité. Et donc 20 ans de combat de MG France pour que la spécialité médecine générale soit reconnue, ne l'oubliez pas. C'est un combat commun dont vous êtes en ce moment les derniers soldats. Et donc il ne faut pas dire que c'est par miracle, ce n'était pas du tout un hasard, ils ne voulaient pas. Donc cette réforme, elle était simple au départ. On s'est dit, mais c'est pas compliqué. On va faire comme nos collaborateurs ou nos remplaçants, on reverse un bout de ce qu'on gagne à je ne sais pas qui pour les étudiants. Enfin, c'était vraiment pas compliqué. On avait oublié une chose dans notre optimisme, c'est que ceux qui mènent la danse, c'est l'hôpital, c'est les doyens, et les centres de santé se sont opposés aussi au paiement d'un acte parce que ce n'est pas moral. Donc on a eu une conjonction de forces qui sont au pouvoir en ce moment, et tout passe par l'hôpital, et les différents ministres ont respecté ça. Donc la ville, l'unique préoccupation des gens qu'on avait en face de nous, c'est ce que j'ai vu quand on est arrivé au comité de suivi, ce n'était pas du tout la 4e année de médecine générale, c'était comment je ne veux pas perdre les internes de spécialité de l'hôpital. La médecine générale, ils n'en ont rien à foutre, ce n'est pas leur problème, mais c'est le nôtre et c'est le vôtre. Bon, le rapport de force, on ne peut pas le changer comme ça. Vous vous doutez bien que si je pouvais balayer le doyen d'un revers de main, je l'aurais fait depuis. Bon, donc ils sont là, l'hôpital est là, toutes les institutions sont dans la logique hospitalière, en silo, ce n'est pas la logique des soins primaires, donc on a deux univers qui ne se rencontrent pas, ou très peu, à la marge. Donc tout notre travail à vous et à nous, c'est de leur faire comprendre nos réalités. On a une autre réalité, c'est le climat politique en France. Et cette 4e année a été votée et tout le monde la veut. On a signé, MG France, avec l'ISNAR et Réagir, un communiqué de presse en septembre dernier, en disant ça suffit, on demande le report. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être clair, ce report, on ne peut pas l'avoir parce qu'on a tout contre nous. Bon. Parce que dire on reporte et on refait une copie en tenant compte des avis du projet pour faire une 4e année complètement professionnalisante telle qu'on l'avait imaginée, évidemment, c'est l'idéal. Alors, quand tu vas à une négociation, tu vois les forces en présence, tu vois ce que tu peux obtenir. Le report, on peut se battre pour, mais je vous donne mon sentiment, tant que tu n'as pas un rapport de force qui soutient ce que tu demandes, tu te fixes un objectif qui n'est pas atteignable. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Pour vous, l'ISNAR et MG, c'est sécuriser les étudiants. Vous avez été assez maltraités, ça suffit. Il faut qu'on vous sécurise, il faut qu'on vous reçoive dans de bonnes conditions. Vous êtes l'avenir de la profession. Il est hors de question qu'on continue à vous martyriser. Ça, c'est non. Pour nous, les syndicats seniors, il faut qu'on sécurise les MSU. Pour que vous soyez reçus dans de bonnes conditions, il faut que les maîtres de stage qui vont vous recevoir ne se mettent pas en danger. Et ça, pour ça, il faut ce qu'on appelle, nous, les filets de sécurité. C'est super technique. Mes deux prédécesseurs vous en ont touché un mot. Mais ça, c'est essentiel. Et donc, moi, j'ai dit à tout le monde en décembre, je vais au congrès de l'ISNAR en janvier. Si je n'ai pas les choses, ça ne passera pas du tout. C'est-à-dire que moi, je vais dire au MSU, vous ne vous engagez pas. Le temps a passé, causu, réunion, Attica connaît ça mieux que tout le monde, et je fais des blablas et je parle. Bon. Stéphanie Rist est arrivée il y a 3 mois. Ça fait pas longtemps hein, dans le déroulé des ministres. On a maintenu la pression entre l'ISNAR et MG France, en disant attention, il y a le congrès. Hein. Si on dit au MSU de ne pas s'engager, la 4e année, elle ne se fera pas parce qu'il n'y aura pas de terrain de stage. Nous, on ne veut pas que vous alliez à l'hôpital et vous n'irez pas à l'hôpital. Donc, à tous les 3, avec Olivier, Attica et moi, on a fait la liste.
qu'est-ce que c'est nos lignes rouges? Quelles sont les choses absolument indispensables pour sécuriser à la fois les étudiants, à la fois les maîtres de stage? On a fait une liste. Les lettres qui nous sont adressées ce matin, aussi bien aux étudiants qu'au MSU, valident l'ensemble de ce qu'on a demandé. C'est-à-dire que les arbitrages qui ont eu lieu, y compris jusqu'à ce matin, la lettre est arrivée pour nous à 9h30 ce matin. Les arbitrages ont eu lieu, ils sont en notre faveur. Mais c'est une lettre de la ministre, c'est pas rien une lettre de la ministre. Ça veut dire qu'au moins elle a entendu ce qu'on a dit, contrairement à tous ceux d'avant. C'est déjà quelque chose. Mais il faut que ça se concrétise. Donc effectivement, je partage, il nous faut les textes réglementaires. Alors après, tout ne passe pas par les mêmes règlements, par les mêmes textes. Il faut aussi voir qu'est-ce qui dépend de quel texte. Il nous faut des textes d'application, des promesses, mais des engagements quand même, faits par cette ministre. Mais si ces textes sont mis en application, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a gagné dans les dernières 24-48 heures, parce que c'était hier et avant-hier que ça s'est passé, les filets de sécurité minimum que nous demandions pour les étudiants et pour les enseignants. Nous en étions très très loin il y a encore une semaine. Donc ça, c'est grâce à la mobilisation de l'ISNAR, c'est grâce à la mobilisation des syndicats seniors. Donc merci, la bataille continue, elle n'est pas finie, parce qu'on a certaines avancées, mais tout n'est pas gagné. Il y a encore d'autres choses à faire avancer. Mais là, ça veut dire que face à une réforme, aussi bancale soit-elle, mais où on voit que de toute façon, elle se fera, on continue la bataille, et c'est ça, quand on négocie, il y a trois postures. Soit on considère que c'est perdu d'avance, je vais me coucher, je dis tous pourris et je ne fais rien. Là, c'est sûr que personne n'est sécurisé et tout le monde est mis en danger. Soit on joue les gentils toutous, on ne veut pas déplaire aux politiques et aux institutions, on dit oui à tout, on dit amen à tout, et c'est pareil, on va dans le mur. Soit on se bat comme des chiffonniers jusqu'à la dernière seconde. Et je salue Atika, c'est ça qu'elle a fait, et nous aussi, c'est ça qu'on fait et qu'on va continuer à faire. Merci à tous deux. Comme on vous l'a dit, au final, les groupes de travail continuaient alors que l'échéance se rapproche. Et sous couvert de notre présence, le ministère avait crié sur tous les toits que les internes avaient co-construit cette année. C'est faux. Nous n'avions pas les textes d'application clairs et ceux qui ont été actés à jour sont contraires à nos demandes. Malgré les engagements, il y a de nombreux inconnus qui persistent. Quid du médecin accueillant par rapport au Quid du médecin accueillant par rapport au statut du MSU? Aurons-nous une file active de patients? Quelles seront les modalités de la PDSA? Comment faire confiance à une plateforme d'appariement dont les modèles sont encore flous et surtout sans véritablement les terrains de stage? Aujourd'hui, comme Agnès l'a dit, nous sommes face à une réforme qui ne peut être reportée qu'en changeant la loi, contrairement à toutes les autres réformes de santé. Changer la loi, ça demande l'approbation d'élus qui nous voient comme des cadeaux de Noël en retard et d'un gouvernement qui veut irriguer les campagnes de notre sang neuf. Nous sommes face à des décisionnaires qui disent « elle aura lieu », peu importe comment elle aura lieu, et à n'importe quel prix. C'est pourquoi, sur vote de vos représentants locaux, l'ISNAR-IMG avait quitté les comités de suivi de la réforme cette semaine, mardi pour être précise. Nous ne voulions plus leur servir de caution pour prétendre construire une réforme maltraitante et démagogique. Nous ne leur tendrions plus le bâton pour nous faire battre. Comme vous l'aurez compris, ce levier, il a été puissant. La réelle victoire aujourd'hui, c'est la présence de chacun et chacune qui a permis plus d'avancées en 24 heures que durant 3 mois. Nous sommes encore très loin d'une victoire et nous lâcherons rien jusqu'au dernier moment. Aussi, ne nous arrêtons pas là. Internes de médecine générale, nous avons besoin de l'engagement de chacune et de chacun d'entre vous pour donner encore plus de poids à notre parole. Nous ne sommes pas satisfaits, nous sommes méprisés et nous ne nous laisserons pas faire.
Les internes de médecine générale ne sont pas des cadeaux de Noël en retard. Et sur demande de vos syndicats locaux, nous entamons une grève illimitée dès le début du mois prochain. À partir de lundi 2 février, tous les premiers lundis du mois, les internes de médecine générale seront absents de leur stage pour s'opposer à cette 4e année absurde. La grève durera jusqu'à ce qu'on ait des textes satisfaisants. Et nous ne nous arrêterons pas, nous ne rejoindrons pas les groupes de travail, les comités de suivi, jusqu'à ce qu'on ait des actes pour tous les engagements qui sont pris. Nous avons déjà eu des avancées depuis que nous avons tapé du poing sur la table en début de semaine, mais nous continuerons jusqu'à ce qu'ils deviennent actes. À l'ISNAR-IMG, on ne lâche rien. On se battra jusqu'au bout pour faire respecter nos droits les plus fondamentaux. Les acteurs et les actrices de notre formation, c'est nous. Et si nous, on dit non, ils pourront attendre longtemps l'arrivée du Père Noël. Merci beaucoup pour votre attention. On est à votre disposition pour toute question.